Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Le Vieux Fusil, il est réalisé par Robert Enrico, non je déconne, Robert Enrico. Il est sorti au cinéma en 1975, et oui, je parle d'un film un peu plus ancien que d'habitude, ce qui me permet de dire tout de suite que je suis loin d'être un spécialiste de ce film, ou de Robert Enrico, dont je connais pas du tout la filmographie. Le Vieux Fusil était probablement un des seuls films que j'ai vu de lui dont je me souviens, et que j'ai rematé de nouveau évidemment pour cette review, mais bon, voilà. Je ne connais pas, je suis pas un spécialiste du tout, je vais m'exprimer avec mon regard d'aujourd'hui sur ce film, qui date. J'ai cherché des infos, mais encore une fois, si vous connaissez plus de choses que moi, n'hésitez pas à me corriger sur la question. J'ai donc découvert ce film en version française et à la télé. Et d'ailleurs, sans sous-titres, je reviendrai là-dessus après, puisqu'il y a plusieurs dialogues en allemand dans le film. Je n'avais pas les sous-titres, et j'ai pas trouvé que ça dérangeait pour la compréhension du film. Quoi qu'il en soit, nous en reparlerons plus tard. Le Vieux Fusil, donc, est un film qui est un précurseur français d'un genre spécifique qu'on appelle le Rape and Revenge. C'est des films de genre basés sur le principe d'un personnage violé qui se venge ou est vengé de manière violente, voire souvent ultra-violente. Les exemples les plus connus sont par exemple Le Justicier avec Charles Bronson et sa série de films, mais il y a aussi des exemples beaucoup plus hardcore avec I Spit on Your Grave ou L'Ange de la Vengeance de Ferrara, I Spit on Your Grave étant de meilleurs archis, bref. Des films de joyeuseté, comme vous en doutez. Et donc, Le Vieux Fusil a été critiqué à sa sortie, notamment parce que j'ai trouvé sur internet, parce que la violence y était complaisante, et il y avait notamment des approximations historiques. Alors, concernant la violence complaisante, je vais me faire un peu défenseur du film, entre guillemets, parce que c'est un film qui est complètement intronisé comme un classique du cinéma français, au minimum. Mais bon, ça me permet de revenir là-dessus et de vous le faire découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Concernant la violence complaisante, donc, c'est souvent la critique qu'on a fait aux films de genre, et surtout de Rape and Revenge. À cause du principe de base. Il s'agit de créer une scène traumatique et injuste qui donne envie au spectateur que la balance, aussi bien morale que pragmatique, entre parenthèses, œil pour œil, vous avez compris l'idée quand je dis pragmatique, soit rétabli de manière radicale, afin de justifier au moins un peu le plaisir de la violence cathartique. En général, c'est quand même une sorte de plaisir coupable, voire très coupable. Au niveau du débat éthique, je vais résumer les choses grosso modo en disant qu'il y a deux versions qui s'opposent, grosso modo. Le premier camp dira que la violence dans les œuvres d'art banalise la violence réelle et donne envie de faire de la violence, puisque ça nous amènerait à mésestimer le coût ou le résultat de la violence véritable. Et le camp opposé dirait plutôt que la violence des œuvres est cathartique, c'est-à-dire qu'elle assouvit le besoin de violence dans l'œuvre, et donc, par définition, on n'aurait plus besoin de l'assouvir dans la réalité. C'est un débat complexe, parce que le contexte est très important dans la réception de l'œuvre d'art, globalement, déjà, et l'œuvre d'art en soi est déjà une question. Chaque œuvre a sa réalité à cet endroit-là. Mais personnellement, pour moi, je résume mon rapport à ce contexte, à ce débat, en disant que je pense que aucune œuvre ne sera jamais aussi dure et violent que la réalité, que la vie, quoi. Jamais. Donc, ensuite, j'admets qu'une œuvre peut inciter à la violence. Je trouve plutôt à une certaine forme de violence morale, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort. Mais chaque œuvre et son contexte de réception est à analyser dans ce sens-là. Chaque cas est différent subtilement. Et c'est ce que je vais essayer de faire un peu ici avec mon point de vue sur Le Vieux Fusil. En l'occurrence, chaque œuvre qui est attaquée en disant elle a incité un tel ou un tel à faire de la violence physique ou psychologique ou morale à d'autres, est à analyser dans son contexte, comment elle a été créée, comment elle a été reçue, comment elle est reçue à l'époque où l'attaque, l'accusation lui est faite, et c'est très 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 complexe à chaque fois de démêler ça. C'est possible, mais il faut vraiment y aller en profondeur, et on ne peut pas se contenter de clichés là-dessus, puisque une œuvre d'art c'est quelque chose de très complexe, et la réception d'une œuvre est une question très complexe. Vous voulez une preuve de ça, vous allez sur YouTube, vous tapez Suicide Squad plus critique, et vous allez voir des critiques, des pages et des pages et des pages et des pages de critiques à plus savoir quoi en faire. Ça vous donne simplement un exemple qu'une œuvre d'art peut susciter des réactions très différentes, des mots très différents, des regards très différents, et c'est très difficile du coup de savoir comment une œuvre est reçue, perçue, ce qu'elle peut provoquer ou pas.
C'est pour ça, comme je disais, que ça doit être étudié au cas par cas. Limite l'œuvre, mais aussi bien la personne éventuellement qui aurait commis des violences après cette œuvre. Les deux sont extrêmement liés et très complexes. Je ferme la parenthèse. Mais d'abord, retournons donc au vieux fusil. Le film a aussi été critiqué pour ses approximations hystériques. Alors, le vieux fusil est un film qui a été inspiré notamment à Robert Enrico et à ses scénaristes par le massacre d'Oradour-sur-Glane. C'est un massacre qui a été perpétré par les nazis de la 2e division SS das Reich, merci Wikipédia, sur un village près de Limoges le 11 juin 1944. Alors je suis pas historien, ça vient de la page Wikipédia, hein, que ce soit clair. Hein. Donc si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à corriger aussi. Ça a été un massacre horrible et glaçant, vraiment c'est... Je vous passe les détails, mais c'est vraiment horrible. L'armée nazie a utilisé notamment des méthodes de terreur pour contrer la résistance, et notamment les maquisards, et ça impliquait donc le pillage, la destruction des villages entiers, et le massacre de ses habitants, ce qu'ils ont pratiqué dans l'Est, notamment en Russie, si j'ai bien compris, mais aussi donc en France, notamment à Oradour-sur-Glane. L'exemple le plus hardcore de Oradour-sur-Glane, c'est l'exemple de l'église où ils ont enfermé les femmes et les enfants. Ils ont essayé de faire exploser l'église, ça n'a pas marché, et comme ça n'a pas explosé, ils ont mis le feu. Donc c'était très sympa. Voilà, vous avez une idée un petit peu de l'horreur de la chose. Le vieux fusil donc s'inspire effectivement du massacre, notamment par des détails qui sont construits dès le début du film. On voit des pendus dans la rue, et effectivement ils ont pendu quelques personnes dans les rues d'Oradour-sur-Glane pour faire peur aux gens. On voit aussi au début du film une rafle de gestapistes sur un résistant français hein, au début du film, alors qu'il est blessé, hein, donc il l'emmène pour l'exécuter. Ce qui est assez horrible, c'est des techniques de terreur, ça, hein, faire des rafles pour continuer à maintenir les gens dans une forme d'angoisse, et de les forcer à la délation, comme s'ils étaient toujours surveillés, toujours sous un regard, entre guillemets, espionnant, pour dire un mot qui n'existe pas. Il y a aussi la découverte des corps dans l'église, qui est une séquence donc, du film qui est clairement inspirée d'Oradour-sur-Glane, et le massacre d'un village, tout simplement. Hein. Mais le film a aussi pris des libertés par rapport à ça, notamment il y est question d'un viol, alors qu'à Oradour-sur-Glane, ça n'a jamais été formellement établi, bien que le contexte, c'est-à-dire un massacre plus une armée en déroute, ça commence à faire beaucoup, comme c'est un contexte très favorisant pour malheureusement les viols. Je ne vous raconte pas le nombre de viols que l'armée américaine a fait en France et dans l'ouest de la France. Hein. Si vous êtes jamais intéressé à la question, je vous conseille d'aller vous renseigner, c'est hardcore. L'armée russe en Allemagne, alors là je vous raconte même pas, ça a été horrible. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a été... ça favorise beaucoup, donc on imagine que, mais on n'a pas trouvé de preuves formelles que ça s'est produit à Oradour-sur-Glane. Donc ça c'est plutôt une approximation du film, disons que le film a fait un choix d'écriture, mais j'y reviendrai dessus. Et on voit notamment les nazis avec un lance-flamme, ce qui est faux, puisque les nazis n'utilisaient pas de lance-flamme, ils en avaient pas. Donc voilà, mais perso, je trouve que c'est des critiques discutables dans le cas du vieux fusil, parce que c'est un film qui est l'archétype du rape and revenge. Il s'agit de créer un contexte crédible pour donner une densité à la radicalité de l'action de vengeance qui finit par forcément arriver. C'est le principe du rape and revenge, il y a revenge dans rape and revenge, tout simplement. Vengeance. La crédibilité du contexte est très importante pour permettre un découpage binaire du rape and revenge, et que ce découpage binaire puisse fonctionner. En général, c'est des films en deux parties, hein, franchement. Hein. C'est la partie 1, c'est un contexte heureux qui est sauvagement détruit. On pourrait voir la destruction comme un chapitre en soi, mais je trouve pas. Je trouve vraiment que c'est plutôt des films qu'on voit en deux pans. Bonheur, destruction horrible et injuste de ce bonheur. Démarrage de la deuxième partie, qui est une vengeance en général crépusculaire. C'est une binarité qui est dangereuse parce que elle peut vraiment trop simplifier les personnages. Alors que pour pouvoir croire un tant soit peu au geste radical d'une vengeance, pour que le spectateur a besoin de croire au contexte. Pour pouvoir croire à une décision du personnage de faire quelque chose d'aussi radical et dangereux que la vengeance létale, il faut que le contexte fonctionne, quoi, tout simplement. Bon, vous avez compris, je vais spoiler un max, hein, donc matez le film avant, ce serait mieux.
En vous disant que c'est un Rape and Revenge, j'ai grosso modo spoilé le film, je pense. Il n'y a pas grande surprise qui va vous arriver ensuite. Mais si vous n'avez pas vu ce film, ce serait dommage. Allez le voir, c'est vachement bien, Le Vieux Fusil. C'est un film qui a très bien vieilli pour plein de raisons. Je reviendrai là-dessus après. Mais comme vous voilà prévenu maintenant, je vais spoiler un max. Les autres éléments classiques, un autre élément classique du Rape and Revenge, c'est de prendre le temps de s'attacher aux personnages. Surtout que leurs relations paraissent émotionnellement vraisemblables, afin que le spectateur soit touché quand la perte arrive, hein, tout simplement, le moment du meurtre ou du viol, des deux en général, pour que le spectateur puisse assumer, adhérer au personnage et à son besoin de vengeance. C'est un point clé hein, du Rape and Revenge. S'il n'y a pas d'empathie dans la première partie, la deuxième partie de vengeance paraît vide, voire complaisante dans sa violence. Et là, pour la petite parenthèse, de ce fait, la critique de violence complaisante dans les Rape and Revenge et devant les Rape and Revenge est compréhensible si on n'a pas adhéré à la mise en contexte et à l'empathie. En général, ça casse tout, d'emblée. C'est pour ça que la première partie est chirurgicale, il faut vraiment bien la maîtriser. Ça doit être ni trop long, ni trop court, et on doit vraiment être dans un rapport de grande émotion pour les personnages. Un très très bon film qui fait ça parfaitement, c'est Men on Fire de Tony Scott. C'est pas un Rape and Revenge, mais c'est construit comme un Rape and Revenge, et c'est génial, à ce niveau-là. Je ferai probablement une review dessus à l'occasion. Bref, sur la parenthèse. Le Vieux Fusil utilise donc pour créer cette empathie, une mise en contexte très efficace et une actrice connue et appréciée. C'est deux techniques assez courantes dans le Rape and Revenge. Mais d'abord, je vais quand même vous faire le pitch. Juin 1944 en France. Julien Dandieu est un chirurgien qui soigne aussi bien nazis que résistants. La Wehrmacht est en déroute, et l'ambiance du village est à la suspicion, mêlée au bombardement. Confronté aux rafles de maquisards malades, et à l'afflux de blessés incessants, Julien ne trouve refuge qu'auprès de sa fille Florence et de sa compagne Clara, avec qui il projette d'avoir un nouvel enfant, la guerre touchant à son terme. Souvent menacé par la Gestapo qui le soupçonne de cacher des résistants, ce qui s'avère vrai, Julien décide d'éloigner Clara et Florence dans le village de son enfance, dans son château familial, malgré les quelques protestations de Clara. Après quelques jours sans elle, et à bout de morale, il est incité par son meilleur ami à leur rendre visite. Il part alors aussitôt pour le village, pour découvrir l'horrible vérité. Un bataillon nazi a massacré tous les habitants du village dans l'église. Et devant son château familial, Florence a été assassinée d'une balle, alors que Clara a été brûlée vive après avoir été vraisemblablement violée. Youpi! Enfin, vous avez compris, hein. Effectivement, dans les Rape and Revenge, on rigole pas beaucoup. Âme sensible s'abstenir, hein, que les choses soient claires. Je disais donc, les outils classiques du Rape and Revenge sont la mise en contexte et souvent des actrices connues, ou au moins qui ont quelque chose d'angélique. Qu'elles soient belles, ça dépend des critères de l'époque, mais plutôt quelque chose d'angélique et de pur. Et ici, c'est parfaitement utilisé et détourné. Le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale en France occupée est excellent, puisqu'il est nauséabond. C'est un contexte de délation, de Gestapo, de blessés, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça de terrible. C'est pas nauséabond en soi, mais le contexte de délation est nauséabond. Hein. C'est un très bon choix pour faire d'avoir fait du personnage principal un chirurgien, parce que ça permet de montrer le résultat de la guerre avec efficacité. C'est un mec qui est confronté sans arrêt à l'horreur de ce que provoque la guerre. Non pas l'action de la guerre, mais ses conséquences. Et d'ailleurs, en ajoutant la rafle sur le malade du français au début, c'est un exemple parfait de l'ambiance glauque et sournoise et moralement violente dans laquelle il se trouve. Sans compter que l'hôpital est petit, avec des moyens limités. Ça rajoute, il y a ce côté de ruralité française qui rajoute à la fragilité en plus des gens qui sont là. Et ensuite, juste après, on voit les fameux pendus dans la rue, alors que Julien rentre chez lui, donc il roule, vous imaginez, vous roulez le soir, vous avez des pendus accrochés au lampadaire. Ça renforce le contexte de grand danger, avant que Julien rejoigne sa famille pour la première fois du film. On a une ambiance de plomb comme ça qui est tout de suite très lourde, dès le début du film, je trouve, grâce à ces 2-3 séquences. Ensuite, le choix de l'actrice, notamment... je parlais de mise en contexte, hein, donc je vais m'arrêter là, pas trop spoiler, mais ensuite le choix d'actrice est excellent, puisqu'il s'agit de Romy Schneider, qui est surtout connue pour la saga Sissi, mais qui a une grande carrière aussi, hein, qui est une actrice vue à l'époque notamment pour sa beauté angélique, et c'est ici parfaitement utilisé. Le personnage de Clara est plein de vie, de charme, de malice, d'insolence, mais en même temps, c'est une femme fiable et travailleuse.
c'est un peu un fantasme de femme parfaite, hein, que les choses soient dites, on peut critiquer ça. Mais l'objectif, évidemment, c'est de rendre son meurtre-viol horrible, inacceptable pour le spectateur. Parce qu'elle est à quelque chose de profondément fort et touchant, quasi virginal, au début du film, notamment. Notamment parce que la mise en scène traite cette scène, la scène du viol et du meurtre, sans aucune complaisance, mais montre les choses de manière crue et cruelle. D'ailleurs, c'est une séquence, la séquence du meurtre, celle du viol, je trouve que le film nous donne la sensation qu'elle est déduite par Julien, et non pas vue par Julien. Julien voit le résultat. Il voit le cadavre de sa fille, et il voit Clara qui est brûlée vive. C'est assez dégueulasse d'ailleurs, l'effet spécial est assez génial, il a bien vieilli ça, je trouve. Notamment parce que le plan ne s'appesantit pas dessus. Et c'est une nuance intéressante sur la critique du film qui considère que les viols, notamment à Radour-sur-Glane, n'étaient pas sûrs. Déjà, on n'est pas à Radour-sur-Glane, le village a un autre nom, ce qui est clairement montré dans le film, donc il ne s'agit pas d'une adaptation de l'histoire de Radour-sur-Glane, c'est juste une interprétation de cette histoire. Et ensuite, c'est clairement le point de vue de Julien, puisque Julien est un ancien soldat, on le voit plus tard, qui a peut-être vu déjà des choses comme ça. Donc avec le résultat de ce qu'il voit, il en déduit. Et en plus, il a un rapport à Clara qui est passionnel, comme décrit dans le reste du film. Donc pour lui, il est évident que le viol ait eu lieu, et il est tout à fait probable que le viol ait eu lieu, encore une fois, par le contexte. Mais il n'en est pas témoin. Ce qu'on voit, c'est lui interprétant ce qu'il voit, de mon point de vue. C'est pas ce qui s'est produit. C'est là où le film est assez complexe. C'est le seul moment, je pense, où ça arrive dans le film, et on peut vraiment avoir cette ambiguïté. Peut-être que j'ai tort, peut-être que le film est très factuel, et la mise en scène aurait tendance à dire que c'est le cas, mais moi perso je pense que c'est son interprétation de ce qui s'est produit. Parce que, voilà, le film est un rape and revenge, certes, mais c'est aussi un excellent film parce qu'il est très très bien écrit. À partir du moment où Julien découvre le meurtre de sa femme et de sa fille, des flashbacks vont scander le film durant sa vengeance méthodique. Et en fait, ces flashbacks suivent de la fin jusqu'au début sa relation avec Clara. Dans la mise en scène, il n'y a pas trop de doute sur la réussite de la vengeance de Julien. Je trouve pas que le film joue beaucoup sur ce suspense-là. C'est plutôt un fil conducteur du film, donc ça crée des scènes d'action évidemment, donc ça dynamise. Mais je trouve que c'est plus un fil conducteur pour nous emmener à découvrir la nature de la relation entre Clara et Julien. Déjà, on apprend que Florence est la fille de Julien et pas de Clara. D'ailleurs, il y a une belle séquence où on voit Julien qui explique qu'il n'a pas de rancœur envers la mère de Florence. Visiblement, il n'en était pas si amoureux ou pas amoureux du tout. Et en plus, Clara est très affectueuse envers Florence, dans le bon sens du terme. Ce qui pourrait laisser des doutes vraiment sur la maternité de Clara, bien qu'elle ait l'air jeune vis-à-vis de Florence. On voit aussi que le chien a été trouvé et adopté par Clara sur le bord de la route, ce qui montre une nature impulsive et légère de Clara, en contraste avec Julien, qui fait un peu plus vieux bougon, mais dans le bon sens, quoi, qui a un bon fond. Mais en même temps, qui est vieux bougon qui cède à toutes les envies de Clara, justement. On voit aussi Julien très angoissé quand Clara ne rentre pas la nuit. On comprend que Julien ne se sent pas au niveau de Clara, qui est une belle jeune femme, très populaire, alors que lui est un homme d'âge mûr, déjà vieux, quelque part. Julien a donc un complexe et il s'inquiète tout le temps qu'elle ne parte. D'une certaine manière, il se demande constamment pourquoi elle ne part pas. Elle est belle et forte comme elle est, pourquoi elle reste avec lui, quoi. On voit aussi Clara s'employer dans une fête de village, presque de manière exagérée, pour couper du poisson, toute sourire, avant que juste après, Julien ne la retrouve se cachant et triste en train de pleurer. Elle lui avoue alors qu'elle est triste, sans savoir pourquoi. Et Julien la rassure. C'est une séquence intéressante et sobre, qui montre que Julien peut être inquiet parce que Clara est visiblement insatisfaite. Et surtout, dans le dernier flashback, on voit leur rencontre. Clara est clairement dépeinte comme une femme à homme. C'est elle qui choisit quand les relations s'arrêtent. Mais en même temps, elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme Julien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quelqu'un qui lui dit qu'il l'aime au bout de 5 minutes de conversation, quoi. Il lui dit je vous aime. Perso, je pense que Clara couche avec lui par
c'est presque une forme de pity sex, vous voyez, c'est couche presque avec lui par pitié, parce que juste après qu'ils aient couché ensemble, elle veut arrêter leur histoire, et elle est à peine rhabillée qu'elle dit déjà on se reverra jamais, quoi. C'est difficile d'être catégorique sur Julien, mais de mon point de vue, je pense que Julien est un vrai romantique. C'est un pragmatique dans la vie sociale, il est humaniste, forcément anti-nazi, mais malin. Mais dans la vie intime, par contre, c'est visiblement un fleur bleue qui croit à l'amour-passion, comme le prouve la séquence où il cite notamment Cyrano de Bergerac, pièce éminemment romantique, où l'on meurt par amour, voire par amour de l'amour. Hein, si à l'occasion ça vous intéresse, je ferai peut-être une critique du Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, qui est ça a été mon livre de chevet pendant longtemps. J'étais un grand romantique, hein, je dois l'admettre, et j'aime beaucoup le film, tout simplement, avec Depardieu. Donc à l'occasion, je pourrais peut-être vous en parler. Peut-être faire une petite review dessus. Donc voilà, donc avec un livre de chevet pareil, on affirme clairement la nature romantique, profondément romantique de Julien quand il est amoureux. Et là, en disant à une femme au bout de 5 minutes qu'il l'aime, c'est clairement vers la fin du film qu'apparaît un deuxième visage du personnage. D'un côté, c'est un romantique beau et touchant, profondément en adoration devant Clara visiblement, mais de l'autre, c'est aussi un amoureux passionnel forcément un peu inquiétant. Même s'il y a coup de foudre pour Clara, comment peut-il affirmer qu'il aime quelqu'un qu'il connaît à peine, quoi, qu'il vient à peine de rencontrer? Au mieux, c'est naïf, au pire, c'est un peu flippant, c'est un peu psychotique, quoi. Et en plus, quand Clara réalise qu'elle n'aurait pas dû coucher avec lui, qu'elle n'aurait pas dû l'encourager, bah, il la demande en mariage, je lui dis, je crois qu'il la demande en mariage, ou même il lui dit, viens vivre avec moi, ce qui est équivalent en quelque sorte à l'époque. Enfin, je pense qu'il réalise pas qu'il est quelque part un peu inquiétant, bien qu'il soit très beau, hein, sur le moment. C'est une très belle séquence quand même, de voir cet amoureux épris comme ça. Et comme dans la même séquence, on apprend que Clara est une femme indépendante, hein. Le film date de 75, le film se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 40, 40-45, je crois que c'est le film en 44, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense, pour faire vraiment liaison avec Oradour-sur-Glane, j'imagine, avec le massacre. Mais le film est sorti en 75. Donc c'est plutôt une image de femme libérée des années 70, d'une certaine manière, qu'elle représente. Et je pense du coup qu'elle voit un tant soit peu que Julien est un romantique naïf. C'est probable qu'elle ne croit pas tout à fait à leur relation, comme le montre la scène de doute où pendant la fête où elle est cachée. Mais l'inquiétude de Julien du départ de Clara prouve bien que Julien est un amoureux naïf et romantique, mais que quelque part il est conscient que la relation avec Clara est fragile parce que Clara le dépasse, au moins en termes de maturité émotionnelle. Enfin voilà, comme je vous l'avais dit, excusez-moi d'avoir un peu spoilé tout si vous n'avez pas vu le film, mais je pense que de toute façon vous avez prévenu. Je mettrai spoiler, hein, je pense que je vais l'écrire de toute façon sur la définition du film. Si je ne l'ai pas fait, désolé, mais je pense que je vais le faire. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un film qui est excellemment écrit, vraiment très très bien écrit. La relation entre Julien et Clara est très belle, très complexe. Et toute cette complexité émotionnelle, au milieu d'un film de vengeance, violent et froid. Parce que oui, Le Vieux Fusil est un film de vengeance. Hein. Une fois que le contexte et l'empathie pour Clara et Julien est bien posé, commence le film de chasse. Julien est opposé à un escadron nazi dans son château d'enfance, armé de son fusil, du fusil de son père. On le voit dans un flashback, c'est le fusil de son père. La mise en scène est simple et efficace, avec une première partie sur mise en place des pièges de Julien, je parle de la partie vengeance, hein, et une deuxième partie sur le début de l'attaque de Julien qui fonctionne globalement, les nazis se faisant tuer les uns après les autres. Tout ça à peine perturbé par l'intervention de résistants que Julien choisit de mettre sur une fausse piste pour pouvoir assouvir sa vengeance. Ça, c'est une séquence que je trouve très forte tout de même, parce qu'elle positionne définitivement Julien en phase psychotique froide. C'est-à-dire qu'il cache parfaitement le traumatisme pour continuer à tuer de plus en plus violemment. On voit notamment le moment où il noie 2 mecs sous une grille, là c'est horrible, ou le dernier gars qui brûle en lance-flamme. D'ailleurs, pour revenir sur le lance-flamme, certes c'est pas juste historiquement, mais déjà dans l'interprétation du meurtre de Clara, la vision forte de Julien, les nazis qui menacent Clara en faisant siffler le lance-flamme là,
Surtout, franchement, ce bruit-là de sifflement, crissement est très efficace. C'est agressif et horrible à la fois. Ça m'a fait un peu penser au cri des Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux, ce cri un peu... Vous voyez, un cri horrible, mais qui en même temps crissant tellement aigu qu'il fait mal aux oreilles. Voilà, je trouve qu'il y a le même effet avec ce bruit de lance-flamme qui siffle comme ça de manière crissante. Et évidemment, le lance-flamme, c'est aussi le symbole du dernier nazi qui est brûlé, mais surtout, il est brûlé dans la pièce à vivre du château où les nazis ont regardé les films de vacances avant. C'est très fort. Le nazi est brûlé à travers un miroir, et derrière ce miroir, il y a Julien. Donc il y a clairement cette idée que Julien devient, en faisant ça, aussi barbare et violent, si ce n'est plus que les nazis eux-mêmes. Derrière le miroir, derrière l'image du nazi, il y a Julien. Et du coup, en se vengeant, il fait brûler, il détruit tout, même les souvenirs. Donc le lance-flamme, pour moi, c'est un outil narratif avant tout. C'était nécessaire à la narration, à son sens, c'était visuel, c'était intéressant en termes de projet de cinéma, même si ça amenait du coup une légère approximation historique. Mais encore une fois, le film n'a jamais dit qu'il était un contenu historique précis de Radour-sur-Glane. Et j'ai oublié de dire aussi que Julien monte progressivement dans l'horreur pour tuer. C'est aussi une gradation classique dans les films de Rape and Revenge. Le film qui me fait penser un peu à ça dans le style Rape and Revenge, même s'il n'y a pas forcément un viol, c'est Death Sentence de James Wan avec Kevin Bacon. C'est un film sur lequel je ferai certainement une review prochainement, où on voit cette montée en crescendo. Très bien foutu ce film, très très bon aussi, je reviendrai dessus. C'est un effet classique hein, donc des films de vengeance, que la vengeance monte en crescendo et que le héros devient pire que les méchants. Au départ, il tue avec un fusil, puis avec des pièges qu'il avait préparés, puis à main nue, puis il noie, puis il immole. Enfin, vous voyez, ça va de plus en plus loin, de plus en plus violent. Voilà, et d'ailleurs il y a un effet de rapprochement, d'abord il est au fusil à distance, puis le piège du pont, c'est déjà quelque part il est en contact avec eux, ensuite il est à main nue, ensuite il est juste au-dessus d'eux, il les enferme dans une grille, et ensuite il les brûle, donc il y a quelque chose du rapprochement de plus en plus cruel en quelque sorte, plus il est proche d'eux et plus c'est violent. C'est un mouvement de violence qui ramène à sa rencontre aussi avec Clara. La violence psychologique qu'il subit est telle qu'elle va marquer à jamais tous ses souvenirs, toute son histoire avec Clara. C'est un film en ce sens-là qui est puissant. On comprend vraiment par la mise en scène que en subissant un traumatisme pareil, il ne pourra plus jamais penser à Clara ou à sa fille sans avoir ce foreshadowing horrible d'une mort violente et absolument barbare. En ce sens-là, c'est vraiment un film puissant et très très réussi. Bon, petit bémol, il a vieilli tout de même. Hein. Le sang est rouge gouache, par exemple, c'est un peu le style du sang dans les films de cette époque-là. C'est un style de cette époque qui jure du coup un petit peu aujourd'hui. Ça désamorce un peu trop certaines scènes, notamment la scène dans l'église quand il découvre les cadavres. Le sang fait un peu ketchup. Bon, j'imagine qu'à l'époque c'est comme ça qu'il désamorçait un petit peu la violence pour que ce soit pas trop dur, mais aujourd'hui ça jure un petit peu. On a aussi la musique du film, qui est au début à la fin, qui est très de son époque, je peux pas dire autrement. Bien qu'elle soit, je trouve, excellente en termes de sens, elle est très bien assumée. Elle lance le film et le clôt sur une image similaire, c'est-à-dire une balade à vélo, tous les trois, Julien, Clara et Florence. Donc un moment insouciant. La musique est visiblement insouciante aussi dans son air. C'est visiblement un souvenir très heureux pour tous les trois. Elle ouvre donc, la séquence ouvre le film avec cette musique pour donner l'insouciance qui présage l'horreur, hein, qui va de ce qui va se produire, et d'ailleurs les plans laissent le temps aux personnages d'avancer vers la caméra, ce qui me porte à croire qu'ils ont vraiment essayé d'étirer la séquence pour dire qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer, quelque chose ne va pas. Il y a un bonheur, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et je trouve que c'est très bien mis en scène, notamment en finissant avec ce gros plan sur Romy Schneider, à vélo. Et cette même séquence clôt le film en étant quasi identique pour marquer la fin. La musique est identique pour marquer la fin de l'inacceptable. Aucune famille ne mérite de ce qui s'est passé. Mais par contre, le plan de la fin, c'est vraiment... Ils sont tous les trois à égalité dans le plan. Aussi bien Florence et Clara qui ont été tuées de manière horrible, et Julien aussi est quelque part mort. Il y a quelque chose d'égal. Cette famille est détruite, et on a une image comme ça qui est sur une sorte Ils sont tous les trois côte à côte, dans un moment de bonheur qui se fige comme pour dire...
que c'est quelque chose de mort, il y a vraiment quelque chose là qui fonctionne. Pourtant c'est un outil de l'époque, hein, de figer une image, de faire passer du texte, le texte déroulant dessus, c'est peut-être une limite technique, hein, tout simplement de l'époque, mais je trouve que c'est bien utilisé. Mais ça fonctionne aussi bien parce que, grâce à cette même musique qui est insouciante et bucolique, et qui est identique au début à la fin, ça marque le film d'un message profondément moral. Rien n'a modifié, rien n'a en fait modifié le bon moment, il a été et il est. Ni les meurtres, ni la vengeance n'ont rien changé à ça. La tragédie en fait n'efface pas les bons souvenirs. Par contre, si on ne s'en relève pas. Et Dieu sait que ça peut être très très difficile de se relever d'un souvenir pareil. Je me suis un peu mal exprimé, ce que j'essaie de dire, c'est que ce genre de tragédie, en fait, si on arrive à s'en relever, les bons souvenirs restent des bons souvenirs. Et évidemment, avec une vengeance froide telle que pratique Julien dans le film, on ne s'en relève pas. On enfonce le clou une bonne fois pour toutes, je pense. On soulage rien. Et la fin du film, à cet endroit-là, est brillante, notamment avec Julien qui fait cette réflexion étrange où on dirait qu'il a agi de manière complètement possédée, psychotique et froide, comme je disais, puisqu'il dit finalement à son ami à la fin bah t'as qu'à passer à la maison, Clara est contente quand tu viens, et là son ami s'arrête et lui dit Julien, et là il dit qu'est-ce que j'ai fait, il est complètement perdu. C'est une fin absolument excellente. Autre dernier point faible du film, mais celle-là c'est vraiment un problème, je trouve, pour le coup, c'est la relation entre la fille, entre Julien et sa fille. Je trouve qu'elle est presque terne dans le film. Le film joue totalement l'emphase de la vengeance de Julien sur Clara. Et pourtant, on est après le meurtre de sa fille, quand même, c'est sa fille, quoi. Et Julien est complètement focalisé dans ses souvenirs sur Clara. Il a à peine un souvenir avec sa fille, et c'est surtout un souvenir pour expliquer pourquoi, en fait, Florence n'est pas la fille de Clara. Donc il y a quelque chose comme ça qui est assez vide. Le rapport entre Julien et Florence est assez artificiel, je trouve. Notamment parce que la jeune actrice n'est pas très dirigée, je trouve. Les textes sont récités, elle est peu expressive. C'est peut-être tout simplement un mauvais choix de casting, mais en l'occurrence, je trouve que ça fonctionne pas très bien. C'est possible, du coup, au choix de montage, de ne pas avoir donné plus de place à la fille, parce que ça fonctionnait pas peut-être avec l'actrice. Mais dans le film, je trouve au final, c'est terrible, parce que sa fille a été assassinée aussi, et lui, il est focalisé sur Clara. Ça ajoute un côté psychotique à Julien, après le film, je trouve, quand on y repense. Dans le film, la fille est très secondaire, l'emphase est vraiment sur Romy Schneider. Mais après le film, le sens, c'est limite creepy, parce que ça affaiblit un peu le sens du film. Un peu, hein, je m'entends. Hein. Mais là, pour le coup, c'est vraiment par faiblesse de mise en scène. Et sa fille est morte aussi, et il est complètement focalisé sur le fait de venger d'abord et avant tout sa compagne. Ça m'a paru un peu étrange. Il manque quelque part des moments avec sa fille, quelque chose pour dire qu'il est aussi traumatisé par ça. On le sait, on s'en doute, mais au final, comme le film donne vraiment l'emphase d'abord et avant tout à Clara, c'est assez étrange. Après, c'est une critique très morale, ce que je suis en train de faire là. Mais je trouve qu'en termes de sens, comme c'est un film les Rape and Revenge ne peuvent pas glisser ou se casser la gueule moralement, sinon c'est des films qui, par définition, deviennent complaisants. Faut que ça tienne, sinon... Faut pas laisser d'aspérité morale, sinon par définition c'est des films qui se cassent la gueule, parce que la vengeance c'est mal, ça ne répare rien, quoi qu'on en dise. Ça ne fait qu'enfoncer les choses dans la négativité. C'est clair psychologiquement, c'est clair humainement, c'est clair moralement. Et du coup dans un film il faut que ce soit clair ça. Même si ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'ambiguïté dans un film de vengeance, on peut questionner ces choses-là. C'est ce que je suis en train de faire mon malin, croyez bien que s'il m'arrivait un truc aussi horrible, je serais très probablement enclin à me venger. Donc je pense vraiment pas être meilleur que qui que ce soit face à une tragédie pareille. Mais dans un film, je trouve que c'est important d'essayer d'être très précis dans cet équilibre, dans cette balance morale très abrupte, notamment quand on arrive à rendre crédible un personnage comme ça dans un contexte de vengeance. Et là, je trouve à cet endroit-là, Julien, il est un peu loin de sa fille, quoi, quelque part. Mais malgré tout, malgré ça, malgré ce vrai point faible, c'est un grand film. C'est pas du tout, je suis pas du tout un spécialiste du film ou d'Enrico, mais si je vous ai donné envie ou simplement à quelques personnes qui écoutent cette review de voir ce film, j'en serais très content parce que c'est vraiment un excellent film. Dernier petit point sur le titre, tiens, je vais vous en parler aussi du film, Le vieux fusil. Alors c'est le fusil de son père, ok, Julien est un ancien soldat, ok, donc le vieux fusil, hein, ça a plusieurs sens, mais comme le film est de 75, post-68 et post-révolution sexuelle, perso, je peux pas m'empêcher de voir le vieux fusil comme un symbole d'un vieux romantique ancien que serait Julien.
La vengeance est la seule réponse possible face à la destruction du rêve romantique de Julien, quoi. Quelque part, c'est quelqu'un de passéiste. C'est un rêve qui est inadapté à la vie par essence, en plus, le rêve romantique. Parce que pour les romantiques, je caricature à peine, mais comme disait ma prof de français à l'époque, c'est toujours trop tard. Il y a un fond de tristesse permanent qui s'oppose au bonheur chez les romantiques. Ils rêvent sans arrêt de quelque chose de magnifique et un bonheur complet et total, mais pour pouvoir rester romantique, ils ont besoin que ce soit toujours trop tard et toujours inaccessible. Du coup, c'est des gens qui se condamnent à être malheureux d'une certaine manière. Comme le geste de Julien de se mettre avec une femme qui, visiblement, a besoin d'autre chose que de lui pour être heureuse, d'un autre mode de vie que ce que lui propose. Elle en est triste déjà, il le sait, mais il va quand même à fond dessus. Enfin voilà, je trouve que c'est un bon exemple de ça, d'une attitude romantique presque bas du front. C'est pour ça que je vois en lui, quelque part, le titre « Le vieux fusil » renvoie vraiment à lui, un vieux romantique. Et du coup, ce romantisme-là provoque souvent de l'autodestruction, voire quasiment tout le temps. Ici, dans le film, par la vengeance. Mais comme c'est un film très bien écrit, comme le film est très bien écrit, ça évoque clairement que la relation entre Julien et Clara est complexe, qu'elle n'était pas forcément vouée au bonheur, parce que le film a un point de vue sur Julien et Clara. Dans le film, excusez-moi, je me suis mal exprimé, le point de vue de Julien sur Clara, c'est qu'il l'idéalise, clairement. Idéaliser l'autre, c'est rarement un mot moteur d'amour et de bonheur sur le long terme, parce que l'autre finit toujours par être en deçà de l'idéal qu'on fixe. Un idéal, c'est inaccessible par définition. Et je trouve qu'en ce sens, le titre « Le vieux fusil », le vieux romantique qui ne peut répondre que par la violence quand il est face à la perte, parce que lui-même déjà au départ était excessif dans son rapport et dans son manqué de nuances, manqué simplement de rationalité dans son amour, et je pense que c'est important d'avoir cette ironie en rapport à son rapport amoureux, et on sent quelque part que ça lui manque dans son regard sur Clara, ou qu'il n'arrive pas à le contenir, puisque ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent, et comme je disais avant, le film fait frontalement référence à un livre concernant Julien, et c'est Cyrano de Bergerac, l'amour romantique à mort par définition, l'amour de l'amour. Je pense vraiment que le vieux fusil renvoie à cette idée-là. Le vieux romantique qui, par définition, ne peut répondre que par la violence face à une perte pareille, face à un amour dans lequel lui-même s'était déjà condamné, d'une certaine manière. Enfin voilà, peut-être que je suis interprète, mais je trouve que le titre, mis en face du film, dit ça aussi. Enfin, il me semble. Enfin bref, je vais m'arrêter là. C'est un film qui m'a beaucoup plu, j'espère que cette review vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Regardez ce film, il est vraiment très bien. Et puis n'hésitez pas à Facebooker, tweeter, Instagrammer, commenter, liker, partager. Vous aiderez les vidéos à être vues. Et tiens, mon micro déconne juste à la fin. C'est parfait, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que j'améliore la formule et qu'on discute de tout ça. Ça me ferait plaisir. Et à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.